On est tous un peu fascinés par l'idée du génie, pas vrai? Pensez à Mozart, ou même aux jeunes prodiges qu'on voit aujourd'hui. On est captivé par cette histoire. L'idée qu'il existerait un don, presque divin, qui permettrait à quelques rares élus de créer des chefs-d'œuvre comme ça, par magie, sans même avoir à forcer. Et au fond, c'est une idée séduisante, parce qu'on a un peu besoin d'y croire. Ça met un peu de piment, un peu de magie dans un monde qui, sinon, pourrait sembler un peu banal. C'est une manière de se rassurer, de se dire que l'extraordinaire, ça existe vraiment. Mais voilà que la neuroscientifique Sama Karaki arrive et elle vient un peu briser ce beau mythe. Pour elle, c'est très clair, cette croyance, c'est une fiction, une sorte d'illusion qui nous empêche de voir ce qui se passe vraiment en coulisses, les vrais mécanismes et les contextes qui sont derrière le succès. Alors la question est posée, le talent, est-ce que ça existe vraiment? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. On va plonger derrière le rideau pour voir ce qui se cache vraiment derrière ces performances qu'on dit exceptionnelles. Allez, c'est parti. Bon, il faut dire que face à quelque chose de grandiose, notre premier réflexe, c'est souvent de chercher l'explication simple, la cause unique, le truc qui expliquerait tout. Pourquoi cette personne-là réussit des exploits et pas une autre? Et des solutions miracles, on en a entendu parler. La fameuse règle des 10 000 heures, le pouvoir de la pensée positive, le cran, ce mélange de passion et de persévérance. Mais au final, la théorie la plus tenace, celle qui revient toujours, c'est que tout est déjà écrit dans nos gènes. D'accord, alors est-ce que nos gènes sont vraiment notre destin? Est-ce que tout est joué d'avance? On va plonger au cœur de ce débat qui n'en finit jamais, l'inné contre l'acquis, nature contre culture. Alors là, attention, on va faire un petit arrêt sur un terme un peu technique, mais c'est vraiment essentiel pour comprendre la suite. L'héritabilité. Ce n'est pas la question de savoir à quel point mes gènes me définissent. Non, c'est plutôt, si on prend un grand groupe de personnes, quelle part de leurs différences s'explique par la génétique. La nuance, elle est énorme et elle change. C'est vrai que, de prime abord, les arguments en faveur de la génétique semblent très solides. Prenez les études sur les vrais jumeaux, par exemple. Ils ont exactement le même ADN, et quand on regarde la corrélation de leur QI, eh bien, elle est de 86%. C'est juste énorme. On se dit, voilà, la preuve est là. Sauf que c'est précisément là que l'histoire bascule complètement. Les chercheurs ont mis le doigt sur un truc absolument stupéfiant. Le pouvoir des gènes, en fait, il dépend totalement de l'environnement. Et la preuve, c'est que dans les familles pauvres, l'influence des gènes sur le QI, elle devient quasiment nulle, proche de zéro. Et ça nous amène à une conclusion qui est assez vertigineuse. Le privilège socio-économique peut être un meilleur indicateur de réussite que le score génétique. Autrement dit, un enfant avec un potentiel génétique jugé plus faible, mais qui naît dans une famille aisée, a plus de chances de réussir qu'un enfant avec un potentiel génétique jugé très élevé, mais qui naît dans une famille pauvre. C'est énorme. Au final, on voit bien que cette vieille opposition entre la nature et la culture, ça ne tient pas la route. C'est un faux débat. C'est comme se demander ce qui est le plus important dans un mur, les briques ou le ciment. La question n'a pas de sens. L'un ne peut pas exister sans l'autre, ils se construisent ensemble. D'accord, mais attention, quand on parle d'environnement, il ne faut pas penser qu'à l'argent. Il y a aussi une sorte de main visible, beaucoup plus subtile, celle de la culture, des traditions et surtout des opportunités. Et son influence est tout aussi puissante. Allez, premier cas d'étude pour illustrer ça. Au Kenya, les bébés de l'ethnie Kipsigis se mettent à marcher, en moyenne, 1 mois plus tôt que les bébés européens. La première idée qui vient en tête, c'est quoi? Un avantage génétique? Forcément. On continue. Deuxième exemple, en Australie, on a observé que les enfants aborigènes ont une mémoire visuelle bien supérieure à la moyenne. Là encore, on pense tout de suite à une compétence innée, un don pour l'orientation, non? Et enfin, le troisième cas, qui est peut-être le plus spectaculaire. Au Zimbabwe, la tribu Shona, qui n'avait absolument aucune tradition de sculpture, s'est mise à produire du jour au lendemain des artistes reconnus dans le monde entier. Alors là, l'explication, ce serait quoi? Un gène artistique caché qui se serait soudainement activé? Eh bien non. L'explication pour ces 3 cas, ce n'est pas du tout la génétique. Les bébés Kipsigis, leurs parents les entraînent à marcher dès le plus jeune âge. C'est culturel. Les enfants aborigènes, leur mémoire visuelle est cruciale pour survivre dans leur environnement, alors ils la développent. Et les sculpteurs Shona, ils ont tout simplement eu accès à des outils, à de la pierre, et surtout, à un marché pour vendre leurs œuvres. C'est l'opportunité qui a fait naître le talent. Regardons un exemple plus proche de nous, dans le sport. 73%. C'est le pourcentage de joueurs noirs dans la NBA, la ligue de basket américaine. L'explication qu'on entend le plus souvent, c'est celle de la prédisposition génétique. D'accord. Mais alors, regardez maintenant ce deuxième chiffre, moins de 2%. C'est la part de joueurs noirs dans la ligue de hockey sur glace professionnelle.
Si c'était vraiment une histoire de gènes, comment on explique un fossé aussi immense? Eh bien, la réponse n'est pas à chercher dans la génétique, mais plutôt dans le portefeuille. Pour jouer au basket, il faut quoi? Un ballon et un panier. Pour jouer au hockey, il faut l'équipement complet, l'accès à une patinoire. C'est une barrière économique énorme. La vraie différence, ce n'est pas la biologie, c'est l'accès. Forcément, tout ce qu'on vient de voir nous amène à une question beaucoup plus profonde. Si le talent, comme on l'imagine, est une fiction, alors qu'est-ce qu'il reste de notre belle idée du mérite? Ça nous invite à repenser ce qu'on appelle la méritocratie. La méritocratie, c'est cet idéal qu'on nous vend. L'idée que le succès et le statut social reposent sur une formule simple, talent plus effort. En gros, peu importe d'où l'on vient, seul le don et le travail compteraient. C'est ça, la promesse. Le problème, c'est que la réalité est un peu plus compliquée. Il y a un fossé entre le mythe et les faits. On voit bien avec les scandales d'admission que l'argent peut acheter un diplôme. Et les chiffres sont sans appel. Dans les universités les plus prestigieuses, il y a plus d'étudiants venant du 1% le plus riche que de la totalité des 60% les plus pauvres. Le jeu semble un peu pipé d'avance. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Qu'est-ce que l'excellence, si ce n'est le nom glorieux de l'exclusion? Ça résume toute la critique. Notre concept de mérite sert parfois de prétexte pour justifier les inégalités, pour les faire passer pour quelque chose de naturel, de mérité. On transforme un avantage de départ, un privilège, en une qualité personnelle. Ce qui nous laisse avec cette question finale, une question qui change tout. Si le talent est une fiction, alors comment on fait pour construire un monde où tout le monde a une vraie chance de développer son potentiel? Ça déplace le projecteur. On passe du génie individuel à notre responsabilité collective. Parce que si le talent n'est pas un don tombé du ciel, mais un potentiel qui a besoin du bon terreau pour grandir, alors le vrai défi, c'est de fournir ce terreau à tout le monde.